WebEx Assistant is enabled to save audio highlights.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend. Très bien. On va donc démarrer le TD. On va continuer l'exercice qu'on avait commencé la dernière fois. Vous arrivez à voir mon écran? Oui. Oui, on a était à l'exercice 5. On était à l'exercice 5, on avait fait les 3 premières questions. On va passer à la 4e. Et donc, la 4e question, c'est on nous demande de déduire un procédé de calcul de I ou M chapeau comportant au plus E de log binaire de N plus un produit booléen de matrice. Et comparez-le avec le nombre d'opérations nécessaires au calcul de M chapeau. Donc, quand on a fait on a déjà essayé de calculer la complexité de M chapeau, mais de manière globale, c'est-à-dire que la complexité par rapport à toutes les opérations, c'est-à-dire les opérations de multiplication, d'addition, c'est-à-dire on a inclus en quelque sorte la complexité déjà par rapport à la multiplication matricielle. Mais si on calcule le nombre de multiplications de matrices seulement, donc vous constatez et que vous êtes d'accord avec moi que je dois calculer déjà M au carré, donc je fais un produit matriciel. Si je dois calculer M chapeau, bien sûr, je dois calculer M au carré, donc un produit matriciel. Ensuite, je dois calculer M puissance 3, donc ça va être un deuxième, M puissance 4, un troisième, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on doit faire donc finalement au total, on va faire combien de produits matriciels? M. En fait, un produit matriciel. N-1, parce que M oui, puissance 1, on ne le calcule pas directement, on l'obtient directement. Donc on commence à M puissance 2, donc on fait 1, M puissance 3, on fait un deuxième, c'est-à-dire on va multiplier 1 puissance 2 fois M, donc on obtient 1 puissance 3, on va multiplier 1 puissance 3 fois M pour obtenir 1 puissance 4, donc ça sera le troisième et ainsi de suite. Donc au total, on aura N-1 produits matriciels. Et ensuite, on doit faire bien sûr la somme de tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire le OU de N matrice. Donc vous voyez que là, on fait N-1, donc c'est quelque chose qui est en O de N, n'est-ce pas? O de N en termes de produit matriciel, hein, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails des opérations. D'accord? Donc comment maintenant on va prouver que si on utilise I ou M, au lieu d'avoir N-1 ou produit, on va avoir plutôt quelque chose qui est en logarithme binaire de N. Est-ce que vous avez une idée? Bon. Alors, en fait, l'idée c'est que on peut utiliser la formule qu'on a démontrée. Absolument. La question 3. Oui, bien sûr. I ou M chapeau est égal à I ou M à la puissance N. Oui.
Donc, et à partir de là, comment on va aller jusqu'à I ou M puissance N, c'est-à-dire comment on va, ou I ou M puissance P. En fait, comment on va utiliser ça pour démontrer que Non, mais ici, en utilisant cette formule, on a juste à démontrer que la complexité du calcul de I ou M à la puissance N est logarithmique. Je ne sais pas si c'est correct. I ou M puissance N. Et ceci est égal aussi puissance P, quel que soit pour P supérieur ou égal à N. Même supérieur, on va dire, supérieur ou égal, oui, à N. En fait, on va, voilà ce qu'on va faire exactement. Bon, ici, il y a un chapeau. Hein, le principe, c'est... je vais essayer de... C'est comme ça. I ou M chapeau est égal à ceci. En fait, on va utiliser le fait que même si on dépasse N, cette égalité reste toujours vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ceci, en fait. Ça, combien il nous faut d'opérations pour faire ça? Une seule multiplication, n'est-ce pas? On calcule une fois I ou M. Ensuite, on va faire une opération de multiplication pour obtenir I ou M carré. C'est bon? Vous me suivez là? Oui, D'accord. oui. Donc, en fait, je vais... bon, pardon. Ensuite, on va calculer I ou M puissance 4. Et on va calculer quelque chose qui est en puissance 2 puissance N. Pas si je peux faire la puissance de la puissance. Non, malheureusement non. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Bon, sinon je vais utiliser une formule. 2 puissance K M. Je pense que c'est là. Non, c'est pas là. Hmm.
Je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que c'est tout petit. C'est bon, vous voyez ça? I ou M à la puissance 2 puissance K. C'est-à-dire que je calcule ici à partir de... Ici, ça va être 8. Ensuite, 16. Parce qu'à chaque fois, je multiplie le précédent par lui-même. Et ainsi de suite. D'accord? Donc à la fin, j'obtiens quelque chose qui est en 2 puissance, enfin I ou M, 2 puissance quelque chose. Et je m'arrête. Donc on s'arrête lorsque 2 puissance, La plus petite, voilà, 2 puissance K, exactement, est supérieur est supérieure à n. à N, supérieur ou égal, on va dire. Oui. Par contre, de puissance k. Voilà. Et 2 puissance K moins 1 est inférieur à N. Et ici, c'est une puissance. Hein. Et 2 puissance K moins 1 Inférieur à n. inférieur à N. Non, c'est là que je dois... N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Je fais combien exactement d'opérations? Ici, je fais une. Donc c'est une opération, pardon. Ici, c'est une opération, c'est 2 puissance 1. Ici, 2 opérations, 3 opérations, c'est 2 puissance 3, 2 puissance. Donc j'aurais fait exactement K opérations, n'est-ce pas? Donc on aura fait exactement K multiplication multiplication. N'est-ce pas? On aura fait K multiplication tel que 2 puissance K est supérieur ou égal à n et 2 puissance K moins 1 est inférieur à n. C'est-à-dire qu'on s'arrêtera lorsqu'on aura atteint quelque chose de ce style. Si 2 puissance K, enfin, on va écrire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre le logarithme, n'est-ce pas? Un log binaire de K de 2 puissance K. Hein. Est supérieur ou égal, parce que c'est une fonction croissante, donc ça, au log binaire de ceci. Donc log binaire, donc je vais rajouter un 2 ici, et un 2 là, donc je vais mettre en indice. OK? Donc, et ça me donne donc 2 puissance K, log binaire de 2 puissance K, c'est K, n'est-ce pas? Donc supérieur ou égal à log 2 de n. C'est bon? Et en même temps, on a ça. CTRL C.
On a ceci, donc ça veut dire que si je prends le log de chacun, donc de la même manière ici, donc on va prendre quelque chose de ce style-là. Donc 2 puissance k moins 1, inférieur cette fois-ci, à log binaire de n, donc ça nous donne, implique que k moins 1, n'est-ce pas, est inférieur log, bon, log 2 de n qui est là. D'accord? Donc ce qui fait que ceci implique encore que k est inférieur strictement au log, bon c'est ça, log 2 de n plus 1. D'accord? C'est-à-dire que le nombre d'opérations, il est supérieur log 2 de n, et supérieur ou égal à log 2 de n, mais inférieur strictement à log 2 de n plus 1. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans le pire des cas, on doit faire log 2 de n opérations plus 1. Et c'est ce qu'il fallait montrer, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous arrivez à me suivre là? Je vous ai perdu complètement. Vous êtes là? Oui, est-ce que... oui, on est toujours là. Oui. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le fichier Word? Oui. Monsieur, Oui. ici Oui, on c'est indique bon, que monsieur. k est inférieur strictement au log 2 de n plus 1. Or, dans la série, on a dit au plus la partie entière de log 2 de n plus 1. Oui. Est-ce qu'on peut atteindre cette valeur? En fait, comme Je c'est... pense que c'est pas une inégalité stricte. C'est ça, voilà. En fait, comme c'est supérieur ou égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme le logarithme de n, c'est quelque chose qui va être un réel, donc non, forcément, on va aller vers soit on rajoute plus 1, parce on doit prendre la partie entière. Si on tombe exactement sur quelque chose d'entier, bah, c'est bon. Donc en tout cas, le nombre d'opérations, il est strictement inférieur à log 2 de n plus 1. Quel que soit, hein, d'accord? Et quand on dit log 2 de n, comme k est un entier, donc on va prendre la partie entière de log 2 de n. Et Donc l'inégalité devient non stricte avec la partie entière. ici aussi, l'inégalité ici, elle n'est pas stricte si n est... C'est-à-dire si, par exemple, j'ai 16 sommets. 16 sommets, donc si je fais 4 multiplications, j'obtiens k égale 4. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire je fais 4 opérations, j'obtiens déjà le 2 puissance k, le 2 puissance 4, qui est égal à 16. Donc c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, comportant, regardez ce qu'on dit, comportant au plus, E plus, hein, au plus, E de log. On a montré ce qu'il fait. Hein.
au plus ceci, puisque K est inférieur à ceci, donc ce qu'il fallait démontrer. C'est bon? Alors, on a ici maintenant un algorithme qui a été proposé par ce Warshall. Celui-là, il est encore meilleur parce que il est en haut de n puissance 3 globalement, c'est-à-dire toutes les opérations comprises. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est presque équivalent à une multiplication de matrices. La multiplication de deux matrices, c'est quelque chose qui est en... Mais avant d'arriver à l'algorithme de Warshall, en fait, c'est vrai que si on calcule I ou M chapeau de cette manière, on gagne en termes de cette manière, on gagne en termes de complexité, mais on a perdu en termes d'information. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on a perdu exactement? On perd les matrices. On perd les matrices M3, M5 par exemple. Non, en fait, on veut calculer M chapeau. Quand on a M chapeau, ça veut dire on a en fait l'information qui dit qu'il y a un chemin de I vers J, si bien sûr MIJ chapeau est égal à 1. Donc on veut juste savoir, on n'a pas les détails des longueurs. Donc dans M chapeau, on a la fermeture transitive, c'est pour dire qu'il y a un chemin de I vers J, seulement un chemin. Oui, alors c'est quoi l'information qu'on aura perdue? Les longueurs des chemins. Non, c'est pas la longueur, non. Dans M chapeau, on n'a pas la longueur, de toutes les façons. Comment? La longueur, on la perd déjà dans M chapeau. Oui, oui, bien sûr. Mais dans I ou M chapeau, qu'est-ce qu'on aura perdu en plus? Ben, le fait qu'on ait rajouté le I, Voilà, on va ajouter des circuits de longueur 1. on aura perdu toute notion d'existence de circuit. Parce que si vous vous rappelez dans M chapeau, si on a un 1 sur la diagonale, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'on a un circuit qui passe par le sommet en question. C'est ça, exactement. Donc si on a rajouté I, ça veut dire qu'on va avoir des 1 partout dans la diagonale. Donc à ce moment-là, il y a l'information concernant les circuits, on l'aura perdu. Donc d'où, si vous voulez, bon, ça a un avantage, mais on a quand même perdu quelque chose. Donc il est plus intéressant de calculer M chapeau si toutefois on a plutôt besoin de toutes ces informations-là. C'est-à-dire si on est sûr, par exemple, que le graphe est sans circuit, c'est-à-dire si on est en train de chercher des informations sur un graphe qui forcément n'a pas de circuit, donc I ou M chapeau répondrait bien à nos informations. Et il arrive que des graphes soient sans circuit, hein, c'est-à-dire que si je veux juste savoir est-ce qu'il y a un chemin de I vers J et que je sais que le graphe il est sans circuit, les problèmes, les graphes dont on a parlé par exemple dans l'ordonnancement, dans les recherches de chemins optimaux, etc., parfois ils sont censés être sans circuit, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, I ou M chapeau fera bien l'affaire. Mais si le graphe peut comporter des circuits et que l'information est vitale pour nous, est importante pour nous, à ce moment-là, I ou M chapeau n'est pas adéquat que comme outil ou comme matrice, si vous voulez, pour ce... Donc là, il y a l'algorithme de Warshall qui nous propose quelque chose. Enfin, son algorithme, il est en haut de n puissance 3. On peut le regarder. Donc, il déborde un peu sur les deux pages.
Donc, alors, dans cet algorithme, vous voyez qu'il y a trois boucles imbriquées. Donc, pour i allant de 1 à n, pour j allant de 1 à n. Ensuite, si mgi est égal à 1, alors pour k égale à 1, pour k de 1 à n, faire mjk est égal à mjk ou mik. Enfin, voilà un peu comment il se calcule, donc tout simplement. Et de cette manière-là, on aura calculé m chapeau directement à partir de m. Bon, on n'a pas d'exercice d'application pour ça, mais on va le faire dans l'exercice 6, puisqu'on nous demande de calculer m chapeau. Donner la matrice. Donc, on va utiliser la matrice, l'algorithme de Warshall pour l'exercice 6. Et quand on va l'utiliser pour l'exercice, on va comprendre exactement que veut dire cette expression. D'accord? Donc, si MJI est égal à 1, donc vous voyez que si JI, ça veut dire que c'est la ligne I et la colonne, plutôt la ligne J et la colonne I. Et donc, et comme on fait varier J à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on fait varier la ligne. Donc ça veut dire qu'on va parcourir la colonne I. N'est-ce pas? Donc on parcourt la colonne I et on vérifie les éléments qui sont égaux à 1. Si MJI est égal à 1, alors on va parcourir qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va rajouter à toute la ligne, regardez, la ligne J, à toute la ligne J, on va lui rajouter MIK. On va lui rajouter exactement la ligne I. OK? Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice 5 ou on passe à l'exercice 6? Bon, je crois que je vais ouvrir le C. Je vais ouvrir le document que j'avais déjà. Chapitre 2, je crois que c'est celui-là. Comme ça, je continue dessus. Troisième question. Voilà. C'est la troisième question ou la quatrième? Quatrième. Ah, d'accord. Ouais, je me disais bien que vous avez 2 fois 3. Non, c'est pas ça. Donc celui-là, je peux le fermer, ne pas enregistrer. C'est celui-là. Quatrième question. Donc on passe à l'exercice 6, il n'y a pas de questions. Donc dans l'exercice 6, bon, les premières questions, c'est juste des applications simples. Donc donner la matrice d'adjacence M du graphe G. Donc bon, allez, on va pas trop tarder là-dessus. Donc je vais réduire un peu ça pour que je puisse voir. S'il me reste suffisamment.
Donc, nous avons, bon, ça ne va pas me suffire dans tous les cas, nous avons 12 sommets, non, plutôt 8, je suis en bas. Nous avons 8 sommets, et bon, à partir de là, on nous demande de donner la matrice d'adjacence. Je ne sais pas si je fais un tableau de 8 fois 8. Est-ce qu'il va tenir sur la... Oui, ça va. Donc, on va dire que ça, c'est x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 et x8. x1, x2, 3, x4, 5, x6, x7, x8. Alors, on nous donne ici les prédécesseurs. Donc, ça veut dire que x1, il a comme prédécesseur x3, x7. Ça veut dire qu'en fait, il y a un arc qui va de x3 vers x1 et un arc qui va de x7 vers x1. Donc, ça veut dire qu'on a un 1 ici, n'est-ce pas? Et un autre 1 ici. Bon, je vais faire en sorte que tout soit centré. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça. Allez. Donc voilà. Donc on a un 1 ici et un 1 là. Je vais mettre tout en gras pour que ce soit bien visible. Ensuite, on a un x2, il a comme prédécesseur x4 et x6. Donc il y a un arc qui va de x4 vers x2. Donc on a un 1 ici. Et un arc qui va de x6 vers x2. Donc un autre 1 ici. Ensuite, on a un arc qui va de x5 vers x3. De x1 vers x4. De x7 vers de x1, aussi de x1 vers x5. Qu'est-ce que j'ai fait? Et de x7 vers x6. Et de x8 vers x6 aussi. x5, ça c'est 6, ça c'est 5. De x5 vers x7 et de x2 vers x8. Voilà notre matrice d'adjacence. On aurait pu peut-être réduire un peu pour qu'elle soit visible partout. Voilà ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pas grave. On nous pose la question, est-ce que G est connexe? Bon, on a d'abord, on a un graphe qui est orienté. Donc la notion de connexité revient à la notion de chaîne, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une chaîne. Je vous avais pas, dans le cours, je vous avais pas parlé de chaîne dans un graphe orienté, mais réellement, on peut parler de chaîne, et dans ce cas-là, on ne fait pas attention à l'orientation, c'est tout. C'est-à-dire qu'on considère comme si on avait des arêtes entre les sommets qu'il y a ici. D'accord. Au lieu de regarder ça comme des arcs, on va les voir comme des arêtes. On oublie l'orientation.
Et à ce moment-là, on va parler de chaîne au lieu de chemin. Et on peut parler de connexité aussi. D'accord? Bah, pour le voir, bah, malheureusement, on ne peut pas le voir comme ça à travers la matrice. Il va falloir faire un dessin. Donc, on peut éventuellement faire le dessin ici. On a 8 sommets. Bon. Qu'est-ce que nous avons comme forme? Bon, c'est pas ce que je veux. Ah, voilà. Petit cercle. Pour mettre x1, par exemple. Et x1 en indice. Non, c'est ici. Et on va mettre CTRL-C, CTRL-V. Je dois avoir 8, donc il y en a 3 et 3, et il me manque 1. Et voilà. Donc si celui-là c'est x1, celui-là je vais l'appeler x2, celui-là x3, x4, 5, 6, et 7. Bon, peut-être comme ça, ils ne sont pas bien disposés, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Donc on a un arc qui va de... Alors les lignes, après on va dire que c'est des arcs, des flèches, de x3 vers x7, plutôt de x3 vers x1. Bon, c'est pas du tout comme ça. Et ça devait être un arc comme ceci. CTRL-C, CTRL-V, donc un autre de x7 vers x1. Voilà. Ensuite, de x4 vers x2, CTRL-C, non, CTRL-V, de x4 vers x2, et de x6 vers x2 aussi. x5 vers x3, x1 vers x4, de x1 vers x5,
Je voulais juste voir si CTRL V, ensuite de X7 vers X6. X7 vers X8 vers X6 encore. X5 vers X7. X7. X5 vers X7, donc je fais ça. Et de X2 vers X8. Enfin, le dernier. Voilà un peu notre graphe. Si j'oublie l'orientation, donc je peux par exemple emprunter un chemin et parcourir un peu tous les sommets. Enfin, je vais voir si est-ce que tous les sommets. Donc si je choisis, donc je choisis par exemple le rouge. Non, c'est pas comme ça. Non, la couleur peut-être ici. Non, c'est pas ça. Non. Voilà, rouge comme ça. Allez, même si je suis l'orientation pour un moment. Bon, ça marche pas. Ligne. En fait, je veux, à travers ça, toucher un peu tous les sommets.
Pour l'instant, il n'y a que le sommet 7 que je n'ai pas encore touché. C'est-à-dire que vous voyez que il y a un arc qui va de... Un arc, mais bon, bien sûr, je ne dois pas le voir comme un arc, que de tous les sommets vers tous les autres sommets, il reste le sommet 7. Bon, comme je peux atteindre soit d'ici, soit de là, enfin, peu importe. Donc, je peux l'atteindre de n'importe quel autre sommet, enfin, comme ça, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que je peux atteindre n'importe quel sommet. Bon, pas nécessairement en respectant l'orientation des flèches, l'orientation des arcs. Hein. Donc, vous voyez que je peux atteindre de X1, X5, X4. Et comme je peux les atteindre, et que je peux atteindre à partir de X4, X2, de X2, X8, X6, et je peux atteindre aussi X7 ou l'inverse, hein, parce que j'ai dit que je ne dois pas tenir compte de l'orientation. Donc c'est bon, ça veut dire que le graphe, il est connu. Next. Il existe une chaîne reliant tout couple de sommets. Donc je peux dire que je peux aller de X1 vers X2 en empruntant par exemple X1, X4, X2. De X1 vers X3, bah, de X1 vers X3, comment je peux y aller en faisant X1, X5, ensuite X3, de X1 vers X4 directement, de X1 vers X5 directement, de X1 vers X6. Alors X6, je peux atteindre X6 comment? De différentes manières. C'est-à-dire, puisque je ne respecte pas l'orientation, je peux aller de X1 vers X7, ensuite de X7 vers X6. Ensuite de X1 vers X7 directement, et de X1 vers X8 en passant par X6 éventuellement. Donc, puisque je peux aller à X6, 7, ensuite X6, ensuite X8. Donc, je peux atteindre. Et comme c'est réciproque, donc ça veut dire que je peux atteindre aussi n'importe quel sommet de n'importe quel vers n'importe quel autre sommet. Donc, il existe une chaîne reliant tout couple de sommets. Donc, c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on doit dire. Ça, c'est la première question. Donc, là, plutôt la deuxième, oui. Oui. نقدروا نروحوا من X2 ل X1 De X2 vers X1. Oui, je vous ai dit, je ne respecte pas l'orientation. Donc, de X2 en passant vers X4, ensuite vers X1. D'accord. D'accord. Il existe une chaîne. Donc, quand je dis une chaîne, je vais mettre entre parenthèses. On ne tient pas compte de l'orientation. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais des arêtes au lieu des arcs. D'accord? Remplace. Oui. Pour démontrer qu'il est connexe, il nous suffit juste de trouver une chaîne qui passe par tous les sommets. Donc. Oui, c'est suffisant. Une chaîne, c'est suffisant. Ou sinon, dire que je peux atteindre, je prends un sommet quelconque et je peux atteindre tous les autres sommets, c'est bon. Parce qu'après, il y a la fameuse transitivité. C'est-à-dire, si je peux atteindre à partir de ce sommet tous les autres sommets, donc ça veut dire que tout autre couple peut passer par ce sommet pour... d'accord? Oui, pour atteindre les autres. C'est ça, par transitivité. Donc, on remplace les arcs par les arêtes. Voilà. Ça, c'est la deuxième question.
La troisième question. G admet-il un parcours eulérien? Et si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, enfin, il faut justifier, quoi. Donc, parcours eulérien, ici, on va tenir compte de l'orientation, du moins pour le premier coup. G, est-ce que G admet un parcours eulérien? Alors, donc commençons par est-ce qu'il y a un circuit eulérien? Est-ce qu'il y a un circuit eulérien? Oui, Oui? la chaîne qu'on a utilisée à la question. Non, mais on doit prendre en compte l'orientation. Oui, quand on dit circuit, on doit prendre en compte l'orientation, d'une part. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour le circuit eulérien? Vous vous rappelez pas de ce qu'on a vu en cours? On avait dit que pour qu'un graphe admette un circuit eulérien, il faudrait que tous les sommets aient leur degré positif égal au degré négatif. Alors, Oui. Oui, c'est-à-dire, donc si je regarde le graphe, le sommet 1, oui, le nombre d'arcs rentrants est égal au nombre d'arcs sortants. Le sommet 2, ce n'est pas le cas. Donc déjà, ici, on va dire non. Parce que déjà, il y a un sommet dont le nombre d'arcs rentrants n'est pas égal au nombre d'arcs sortants. Le sommet 3, c'est bon. Le sommet 4, c'est bon. Mais le sommet 5, c'est pas bon non plus. Le sommet 6, c'est pas bon. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il admet un chemin eulérien? Pour qu'il admette un chemin eulérien, bon, allez, ici, il faut écrire la condition. Il faut que tous les sommets aient un degré plus égal au degré moins. Donc, la réponse est non. N'est-ce pas? Donc, pour le chemin eulérien, c'est quoi la condition? Alors? Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, oui, monsieur. Alors, la condition, c'est que tous les degrés soient égaux, sauf 2. Il faut que tous les degrés tous les sommets kiff kiff et relevés, sauf 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Est-ce que c'est le cas ou pas?
Donc, si on regarde notre graphe, donc est-ce qu'il y en a deux qui il n'y a que deux? Malheureusement, non, n'est-ce pas? Donc, on regarde, si on a un, donc plutôt celui-là, et il a pas, d'accord? Il y a celui-là, et il y a celui-là aussi, et celui-là. Il y en a 4. Donc, malheureusement, donc, ce n'est pas le cas. Sauf 2 pour lesquels on devrait avoir quelque chose de ce style-là. Hein. On devrait avoir degré plus de l'un est égal au degré moins plus 1. Et bah, il faut regarder le cours. Et l'autre, c'est l'inverse. Comme ça. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc il n'y en a pas que 2, malheureusement. Donc c'est non non plus aussi. Est-ce qu'il y a un cycle eulérien? Il faut que les degrés soient pairs. Tous les deux. Il faut que tous les degrés soient pairs. Or ici, on voit bien que le degré de x2 est impair. Bon, ça nous suffit. Donc ici, on va répondre par non. Il faut que les degrés des sommets soient pairs. Ce n'est pas le cas. Et est-ce qu'il y a une chaîne eulérienne? Ah, c'est la même chose. La réponse est aussi c'est non, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que tous les sommets soient pairs, sauf 2. Encore? Sauf 2. Or ici, il y a plus que 2. Ici, il y a plus de 2, en fait 4 exactement. Plus de 2. Sommet de degré impair. Donc malheureusement, donc il n'y a pas de parcours. Donc le graphe n'a donné aucun parcours. Voilà. Parcours eulérien. Ok, c'est bon. Quelle est la matrice de fermeture transitive du graphe G? On va devoir utiliser notre algorithme de Varchon. Donc l'algorithme il est là. On va reprendre d'abord la matrice. Bon, je vais la copier comme elle est. Donc ça, c'est la question 3. Donc on est à la question 4. Bon, je vais essayer de réduire un peu la taille de ce... Je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, le problème, c'est que... Non.
Bon, c'est pas grave. Tableau. Sélectionner tout le tableau. On a encore un petit peu, un petit effort. Juste pour qu'on puisse voir tout le tableau. Voilà, c'est bon comme ça. Et de ce côté-là, on devrait avoir ça. Juste pour voir en même temps l'algorithme. Voilà. Alors, pour i allant de 1 à n, pour j allant de 1 à n, si n, j, i. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on teste par rapport à la ligne i, la ligne j et la colonne i. Et comme c'est j qui varie le plus à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on fait varier, qu'on est dans la même colonne i. D'accord? On teste donc par rapport à tous les éléments de cette colonne. Donc, si MJI est égal à 1, on fait ceci. Donc, ça veut dire qu'on va parcourir comme ça. Et dès qu'on arrive ici à 1, on va faire l'opération qui est là. Mais tout en tenant compte que le I est égal à quelque chose et le J est égal à quelque chose. Donc, initialement, I est égal à 1 et J est aussi égal à 1. N'est-ce pas? Donc, on est ici à... Pardon, non. I est égal à 1, J est égal à 3. On est arrivé à 3. J est égal à 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter à MJK, on va lui rajouter, on va faire... Donc, MJK va être égal à MJK ou MIK. Donc, J est égal à 3, donc ça veut dire que pour la ligne, donc on fait varier ici K, donc ça veut dire qu'on va varier pour la colonne, donc ça veut dire que pour la ligne J, je vais rajouter la ligne I. Donc, pour la ligne 3, pour la ligne J, qui est 3, je vais rajouter la ligne I, qui est la ligne 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir un 1 ici et un 1 là. C'est ça la ligne 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Quand je ne reçois pas de réponse, oui. Oui, c'est bon pour tout le monde?
Je recommence parce que je ne sais pas si j'ai été un peu trop vite peut-être ou... Allez, je recommence. Donc, on voit bien que on a 3 boucles imbriquées. Je vais regarder la boucle la plus externe, elle est avec I allant de 1 N. La boucle qui est l'intermédiaire, si vous voulez, c'est J allant de 1 N. Et là, je teste, est-ce que MJI est égal à 1? Et comme MJI, et malheureusement, on a inversé les indices ici, le J qui est le plus interne, c'est celui-là qui varie le plus. Donc, I est fixe. Comme I est fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fixe la colonne. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je suis au début sur I égale 1, je fais varier le J. Ça veut dire que je suis sur la colonne 1 et je fais varier le J. Donc, ça veut dire que je vais parcourir toute la première colonne et je teste à chaque fois est-ce que MJI est égal à 1. Donc, je teste ici, c'est 0, ici, c'est 0, ici, c'est 1. Donc, je m'arrête et je fais la boucle que je viens de voir ici, qui suit. Donc, dans cette boucle, qu'est-ce qu'ils me disent? Pour K allant de 1 à N, donc, regardez, je fais varier K et je fixe le J. Donc, MJK, J est égal à 3, K, il va varier. Donc, à MJK, donc ça veut dire à la ligne J, donc la ligne 3, je vais rajouter à la ligne 3, MIK. I étant fixe, c'est-à-dire est égal à 1, donc je vais rajouter toute la ligne 1. Donc, comme c'est un OU, donc ça veut dire que je vais prendre la ligne 1 initialement était égale à ça. La ligne 1, c'est ça. Et la ligne 3, c'est ça. Donc, je vais rajouter les éléments qui sont ici. Donc, je vais les rajouter là, tout simplement. Et je continue. Et comme il n'y a rien d'autre, donc je vais faire varier. J'ai terminé toute cette boucle avec le K. Donc, j'ai ramené tous les éléments de la ligne 1 vers les éléments vers la ligne, vers la ligne 3. Ensuite, je passe à un autre J. Donc, l'autre J qui est égal à 1, c'est pour J égale à 7. C'est pareil, donc je vais rajouter la ligne 1, parce que I n'a pas encore changé. Donc, je vais rajouter un 1 ici et un 1 ici. Et là, j'ai fini avec tout le I égale 1. Je passe à I égale 2. Donc voilà, I égale 2. Donc je passe 0, 0, 0. Je trouve un 1 ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On ajoute un 1 pour x4, x8. On rajoute, en fait, dites-moi... x4, x8. Alors, ligne 4, en fait, la ligne 2, c'est ça. À la 4e ligne, on va rajouter la 2e ligne, parce que I maintenant est égal à 2. Hein, j'ai oublié de le noter. I est égal à 2. Donc, je vais rajouter à la ligne 4, J est égal à 4. À la ligne 4, je vais rajouter la ligne 2, donc je vais rajouter un 1 ici. Je continue. J égale à 5, J égale à 6. Donc, la ligne 6, je lui ai rajouté toujours la ligne 2. Donc, je rajoute ici un 1. C'est bon? Et j'ai fini, je termine donc 0, 0, donc il n'y a rien à faire. Je passe à la colonne 3, donc ça veut dire J cette fois-ci, I égale à 3. Et je recommence avec J égale à 1 et ainsi de suite. Donc la colonne 3, 0, 0, 0, 0. Donc j'arrive jusqu'à J égale à 5. Donc j'obtiens ici un 1. Donc je rajoute à la ligne 5 la ligne, puisque je suis à la colonne 3, donc je rajoute I égale à 3, donc je rajoute la 3e ligne, n'est-ce pas? Donc la 3e ligne, c'est 1 ici, et 1 ici, et un autre 1 là. C'est bon? C'est le seul 1 qu'il y a dans cette colonne, donc je passe à la colonne suivante. Donc je passe à I égale 4, et je reprends J égale 1. Et là, j'ai un 1 déjà. Donc, à la ligne 1,
une, parce que la ligne J, je rajoute la ligne 4. Donc, je vais rajouter un 1 ici, la ligne 4 qui est là, et le 1 qui est là, donc je le rajoute ici. C'est bon? Ensuite, je passe à J égale 3. Donc, à la ligne 3, je vais rajouter la ligne 4 encore. Donc, il y a déjà un 1 ici. Pardon. Je dois rajouter la ligne 4. Donc, je dois rajouter ce 1. Et ce. Je vous ai perdu? Un peu. Ouais. Faut répéter. Je suis à J égale 3. Donc, à la ligne J, je dois rajouter la ligne I. N'est-ce pas? La ligne J, je dois rajouter ici, la ligne J, je dois rajouter la ligne I. Donc, I est égal à 4 et J est égal à 3 ici. Donc, j'ai rajouté la ligne 4 à la ligne 3. La ligne 4, il y a un 1 ici et un 1 ici, je les ai rajoutés là. Je continue, donc je passe, je suis toujours à la colonne 4, donc je passe à J égale 5. Donc à la ligne 5, je rajoute la ligne 4. Donc je vais obtenir un 1 ici encore et un 1 ici. OK? Et je termine en dernier, il y a un 1 pour la ligne 7, J égale 7, n'est-ce pas? Donc je rajoute aussi toujours la ligne 4. La ligne 4, donc je rajoute un 1 là et un 1 là. Voilà, je termine avec la colonne 4. Je passe à la colonne 5. Donc quand je passe à la colonne 5, ça veut dire que je rajoute la ligne 5 à la ligne 1. Parce que j'ai trouvé maintenant, donc I égale à 5, J égale à 1. Ah, je reprends. Monsieur, j'ai une question. Est-ce Oui. que la matrice d'adjacence et la matrice d'adjacence et la matrice qu'on est en train de faire là, elles sont genre on les superpose d'accord. Oui, on n'est oui, pas en oui, train oui, de oui. on n'est pas en train Ah, de les dissocier. Non, On est en train de modifier la matrice d'adjacence. Oui, 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 mais c'est ce qui est écrit. Vous Donc, avez donné je vois l'algorithme. Donc, la donnée et le résultat, c'est le même. On modifie directement la donnée M. Tout à fait. D'accord. On reprend, vous voyez M, JI égale. Donc, vous modifiez exactement la matrice qui est déjà en donnée. Si vous voulez pas, bon, si elle est donnée en paramètres, vous êtes obligé peut-être de l'affecter si vous écrivez votre programme. Vous ne pouvez pas modifier. Oui. Mais vous êtes obligé de l'affecter à une variable que vous allez ensuite modifier au fur et à mesure du parcours des bouts. OK, donc on est à I égale 5 et J égale 1. Donc c'est ce 1-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois rajouter à la ligne 1 la ligne 5. N'est-ce pas? Donc je vois que j'ai des 1 partout sauf ici. Donc ça veut dire que je dois avoir ici un 1 là, un 1 ici et un 1 là. Donc je n'aurai pas de 1 uniquement à la case 6, à la colonne 6. Je passe encore à J égale 2, c'est 0, donc je passe. J égale 3, j'ai un 1. Donc vous voyez, j'ai le test qui est là, hein, c'est celui-là. Donc je rajoute à la ligne 3 la ligne 5 encore. Donc j'aurai le 1 qui manque ici et je dois rajouter le 1 qui manque ici. Et je passe à J égale, bon c'était 3, ensuite 5. Donc J égale 5. Là, je dois rajouter à la ligne 5 la ligne 5, donc rien ne va changer. Je dois rajouter ensuite, je passe à J égale 7. Je dois rajouter à la ligne 7 la ligne 5, donc je vais rajouter mon 1 ici.
et mon 1 qui manque ici. C'est bon? C'est bien comme ça? C'est bon? Oui. Très bien. J'ai fini avec la colonne 5. Je passe donc à la colonne 6. Et je reprends avec J égale 1. Bon, J égale 1, c'est 0, 2, 0, 3, etc. jusqu'à arriver à 7. Donc, c'est uniquement pour J égale 7 qu'on a 1. Donc, on va rajouter quoi? À la ligne 7, on va lui rajouter la ligne 6. Et comme il n'y a que des 1, donc il n'y aura aucune modification. Et je passe ensuite à la ligne 8, donc à J égale 8. J égale 8, donc je vais rajouter la ligne 6. Donc je vais avoir un 1 ici et 1 ici. J'ai rajouté la ligne 6 à la ligne 8. Je vais un peu vite parce que, bon, moi, j'ai tout de suite un peu compris comment il fonctionne l'algorithme. Bon, pour ne pas perdre de temps, mais je vous demande de revoir ça et de refaire ça à tête reposée. Et petit à petit, vous allez après comprendre le fonctionnement de cet algorithme. Il ne s'agit pas de l'apprendre, mais de comprendre le principe. OK, c'est bon? Donc, on passe à I égale 7. Et on reprend bien sûr avec J égale à 1. J égale à 1, donc à la ligne 1, je rajoute la ligne 7. Donc, ça va être des 1 partout. Ensuite, c'est fini. Je passe à la ligne 3, donc à la troisième ligne. Je rajoute la ligne 7, j'aurai de 1 partout. Ensuite, j'ai un 1 au niveau de la ligne 5. Donc, à la ligne 5, je vais rajouter la ligne 7. Donc, j'aurai des 1 partout. Et j'ai un 1 à la ligne 7. Donc, à la ligne 7, je rajoute la ligne 7. Donc, ça ne fera aucun changement. C'est bon? Oui. Parfait. Et ce qui est bien, c'est que ensuite, on va trouver, on passe à la ligne 8. Donc, plutôt à la colonne 8. Donc, lorsqu'on a terminé avec la colonne 7, on passe à la colonne 8. Et vous voyez qu'il y a des 1 partout. Donc, ça veut dire qu'à la ligne 1, je vais rajouter la ligne 8. N'est-ce pas? Ça ne change rien. À la ligne 2, il y a un 1. Donc, je vais rajouter la ligne 8. Donc, je vais avoir un 1 ici. Et un 1 là aussi. Ici, il y a des 1 partout. Ça ne changera rien. Ici, il faut que je rajoute la ligne 8. Donc, je vais avoir encore un 1 ici. Ici, il y a des 1 partout, donc ça ne changera rien. Ici, il manque le 1 qui est là. C'est ça. Et c'est tout. Normalement, voilà un peu, bon, j'ai été un peu rapide pour avancer, mais voilà la matrice d'adjacence qu'on aurait obtenue en utilisant l'algorithme de Warsham. Je grandis juste pour pouvoir faire ça. Les éléments de la diagonale, juste pour les mettre en fluorescent, pour voir un peu par où il y a par où passent les circuits. Et on remarque que les X4, c'est une composante, enfin c'est un élément par lequel ne passe aucun circuit. Donc qu'est-ce qu'on va dire de X4? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Que quand il n'y a pas un 1 sur la diagonale dans la matrice de fermeture transitive, ça veut dire que cet élément est une composante connexe à lui seul. à lui seul. C'est ça. Que cet élément est une composante fortement connexe à lui seul.
on peut conclure aussi que comme il n'y a pas des 1 partout, ça veut dire que le graphe n'est pas fortement connexe. Fermeture transitive n'est pas à 1 partout dans tous les éléments, bon, ou les éléments, disons. Ne sont pas tous égaux à 1, donc on peut directement dire le graphe n'est pas fortement connexe. Est-ce qu'on nous a dit qu'il faut déterminer les composantes, trouver les composantes fortement connexes de G? Alors soit on va le faire à travers le graphe, soit on va utiliser cette matrice que nous avons ici. Enfin, de toutes les façons, on va avoir un exercice dans lequel on va nous dire de trouver d'écrire un algorithme qui permet de trouver les composantes fortement connexes directement à travers, en utilisant la matrice de fermeture transitive. Donc, quatrième question, c'est ça, ou cinquième question? Donc, C1 égale, alors, si je considère X1 déjà dans une... alors, si je regarde la fermeture, la matrice de fermeture transitive, de X1, je peux aller à X2, etc., etc. Donc, je peux aller vers tous les sommets. Par contre, je vois que je peux aller vers de X3, je ne peux pas aller de X2 vers X1. Donc, ça veut dire que X1 et X2 ne sont pas dans la même composante fortement connexe. Mais je peux aller de X3 à X1, je peux aller de X5 à X1, et je peux aller de X7 à X1. Donc, je peux aller de X1 à X3, et je peux aller de X3 à X1. Donc, ça veut dire qu'ils appartiennent à la même composante fortement connexe. Donc, je peux ici rajouter X3, X5 et X7. Et je ferme la parenthèse. C'est bon? La composante C2, dans laquelle je vais mettre, puisqu'il n'y a pas X2, donc je vais mettre ici X2. Alors, X2, il est connecté à lui-même puisqu'il y a une diagonale ici. Il peut aller à X6, mais je regarde aussi X6, est-ce que je peux aller vers X2? Oui. De X2, je peux aller à X6, et de X6, je peux aller à X2. Donc, ça veut dire que je peux rajouter ici X6. Et il y a aussi X8. Je peux aller de X2 à X8. Et je peux aller de X8 à X2. Donc, je peux rajouter ici X8. Et je ferme. N'est-ce pas? Et enfin, C3 est égal. Alors là, X1, voilà, ça va être X4. Et j'aurai tous les sommets. Donc, voilà toutes mes composantes fortement connexes. Donc, j'ai 3 composantes fortement connexes. C1 qui comporte X1, X3, X5, X7. C2, c'est X2, X6, X8. Et C3, c'est X4. Donc, on peut, si vous voulez confirmer dans notre graphe, donc je regarde par exemple X1, je peux aller de X1 à X5, de X5, je peux aller à X3, et de X3, je peux aller à X1. Et pareil aussi, je peux aller de X1 à X3, je peux aller à X5, et je peux aller de X5 à X7 et revenir à X1. Donc, si vous voulez,
il y a des circuits comme ça qui font que X1, X5, X3, X1, ou bien X1, X5, X7, X1. Donc, ça veut dire que X1, X5, X3, X7 sont dans la même composante fortement connexe. De la même manière, pour X2, donc de X2, je peux aller à X8, et de X8, je peux aller à X7 et revenir à X2. Donc, c'est un circuit. Ça veut dire que je peux aller de l'un vers l'autre. Donc, X2, X6, X8 sont dans la même composante fortement connexe. Par contre, X4, là, oui, je peux aller de X4 vers X2, mais je ne peux pas revenir. On voit aucun moyen. Et je peux aller de X1 à X4, mais je ne peux jamais retourner à X4. Donc, voilà, un peu, X4 constitue... donc, c'est beaucoup plus simple de trouver les composantes fortement connexes en utilisant la fermeture ou la matrice de fermeture transitive. C'est bon? Oui. Je regarde s'il nous reste quelque chose, sinon, voilà. Demain, j'ai une contrainte majeure, malheureusement. Enfin, si vous voulez, j'ai une soutenance. Donc, je ne pourrai pas faire le cours à l'heure habituelle. Donc, si vous avez un autre créneau de libre, soit en une journée ou sinon demain, non, pas demain, sinon après-demain, ou sinon on laisse pour l'autre semaine. On a samedi, bon, samedi on aura libre, donc ça nous arrangerait de le garder libre, mais on a dimanche, si vous voulez. Oui, on peut laisser, on a dimanche parce que oui, dimanche on n'a pas. Dimanche, on termine à 11h10. 11h10. Dimanche, oui. Dimanche à 11h10, à 11h20. 11h20, voilà. Dimanche à 11h20, jusqu'à 13h. C'est toute la section qui est libre. Tout le monde est libre. Oui, toute la section. D'accord. Donc D'accord. D'accord. Donc le cours. En fait, oui. on a deux créneaux. On a de 11h20 jusqu'à 14h30. Donc, vous pouvez voir lequel vous arrange le plus. Moi, l'un ou l'autre, peu importe. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, vous envoyez à la déléguée. Je vais vous envoyer comme d'habitude, je vous programme Ah ouais. une séance WebEx, donc ce sera un mail pour tout le monde. Et donc ça sera dimanche, probablement à 11h20. Ok, parfait. Très bien. Allez, au revoir alors, et bon courage. Merci. Je vous envoie tout de suite le corrigé qu'on vient de faire ensemble. Merci. Merci. Attends.